Bienvenue à Planète Terre. Cette semaine à l'émission, on va essayer de comprendre ce qui se passe en Syrie et pourquoi le régime syrien ne tombe pas après la chute des régimes égyptiens, tunisiens, libyens et même au Yémen où le président a quitté. Pourquoi est-ce que le régime Assad, le président, reste là et semble avoir la capacité de rester longtemps? Deux invités pour nous éclairer, Samir Soul, un historien, et notre ami Jocelyn Coulon, spécialiste de géopolitique. Et ensuite, avec mon collègue Karim Benyakleff, on va faire des recensions de livres. Karim a lu pour nous L'homme endetté et moi, Le monde que l'Amérique a fait de Robert Kagan. Mais d'abord, le cas syrien. De retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cerium. Nous sommes encore une fois avec notre collègue Karim Benyakleff. Merci d'être là, Karim. Bonjour Jean-François. Nous avons fait quelques lectures, enfin deux lectures pour vous, dont on va vous parler. Le premier, Maurizio Lazzarato. Il est de quelle origine? Sans doute italienne, mais il vit en France. Il est sociologue et philosophe à Paris. Et il publie aux éditions Amsterdam La fabrique de l'homme endetté. Essai sur la condition néolibérale. Alors, quelle est sa thèse? C'est un livre tout chaud qui vient de sortir il y a moins d'un an et qui, évidemment, fait la part belle à toutes ces questions liées à la dette souveraine, mais aussi aux dettes privées. Alors, il nous explique que, finalement, l'homme endetté, aujourd'hui, est la nouvelle figure du néolibéralisme. C'est un des meilleurs instruments d'exploitation, explique-t-il. Alors, il nous fait état, finalement, de manière très succincte et très intéressante, des transformations des structures du capitalisme des 40 dernières années. Vous savez qu'après la guerre, les 30 glorieuses ont été des années sans crise financière à tout le moins. La crise du pétrole en 1974, évidemment, a changé la donne et a permis, selon lui, évidemment, la financiarisation de l'économie. C'est ça, de 1945 à 1973, il y a eu un genre de période de croissance, de stabilité, d'augmentation du poids de la classe moyenne, de relative égalité des revenus. Et c'est à partir de 1973 qu'il y a une inflexion dans le développement du capitalisme. Absolument, parce qu'il y avait déjà des clubs de réflexion, que ce soit la commission trilatérale, le club de Rome, tout ça. Il y a une sorte de convergence d'intérêts aussi dans les think tanks qui disaient, la société est un petit peu sclérosée, il faut la changer. Alors finalement, avec mai 68, ça n'a pas fait seulement éclater les cadres sociaux, ça a permis aussi d'une certaine manière, peut-être, pourrait-on dire, l'éclatement aussi d'une certaine conception de l'économie et de son rôle. Or, avec ces transformations, l'économie est devenue véritablement au centre de nos vies, puisque tous se sont engouffrés là-dedans, notamment dès les années 70, en faisant en sorte que les États ne puissent plus dorénavant emprunter auprès de leur banque centrale. Vous vous rappellerez peut-être que jusqu'en les milieu des années 70, les pays, la France, le Canada, enfin les États-Unis, empruntaient directement leur argent aux banques centrales à des taux d'intérêt absolument ridicules. Certains penseurs ont dit non, l'État ne peut pas faire des choses pareilles, il n'est pas équipé pour cela, il doit au contraire emprunter au privé. Sur le marché financier. Sur les marchés financiers au prix privés. Du marché. C'est ça. Marchés privés financiers, les marchés financiers transnationaux à l'époque qui étaient ridiculement petits et qui, grâce à cela, évidemment, ont explosé. Parce que quel est le meilleur client que vous pouvez avoir, mon cher Jean-François, qu'un pays? Parce que non seulement on finance le pays, mais on finance aussi tous ses services sociaux. Alors il nous donne un exemple, simplement qu'en France, par exemple, en 1999, les dépenses sociales se montent à peu près 520 milliards de dollars. C'est un butin pour le secteur privé. Alors non seulement les États cherchent à se financer auprès des marchés privés, mais également, dorénavant aussi, les composantes de l'État, c'est-à-dire les municipalités, les hôpitaux, les agences régionales. Et puis alors ceux qui offrent des services sociaux. Et donc tous les intérêts sont engrangés par les marchés financiers à très peu de frais pour eux. La grève étudiante en ce moment est un bel exemple. On invite les étudiants à s'endetter. Or, qui va payer les intérêts? À un moment donné, c'est les étudiants. Et qui encaisse en restant assis confortablement? Ce sont évidemment les banques. À cela, évidemment, c'est aussi ajouter cette philosophie dont on a parlé souvent dans cette émission, liée à la nouvelle économie, le New Public Management qui a fait des ravages dans l'administration publique. On dit souvent l'État n'est pas en mesure de faire ci, de faire ça, c'est le privé qui doit le faire. Privatisation des bénéfices, caractère public des pertes, économie du savoir, société de l'information, etc. Les créditeurs transnationaux ont réussi, avec d'autres évidemment, à imposer un peu leur vue des choses. Une vue purement économique. Je me rappelle, et peut-être vous rappelez-vous, que dans les années 60, 70,
70, quand un budget a été déposé, ou quand on parlait de la situation économique d'un pays, on ne focalisait pas sur la question de la dette et du déficit. Or, on le fait au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde d'ailleurs, depuis une vingtaine d'années, où il y a une véritable obsession. Alors, il nous dit évidemment qu'on a ensuite non seulement créé les conditions structurelles pour avoir une économie fondée sur l'homme endetté, mais qu'en même temps, il fallait évidemment assurer un soubassement social à tout ça, parce que l'économie n'a pas de prise sinon. Alors, c'est parce que vous parlez de l'endettement des États, l'endettement des composantes de l'État, mais là, son concept, c'est l'homme endetté jusqu'à l'homme individuel. Absolument, c'est vrai, vous avez raison de le signaler, parce que ce n'est pas seulement l'individu, ce n'est pas seulement le citoyen de l'État qui est endetté, mais l'individu, puisqu'effectivement, en même temps qu'on a mis de l'avant ce New Public Management, la privatisation de beaucoup de services, l'incompétence soi-disant de l'État dans énormément de choses, dans les ventes d'activités, notamment dans le service bancaire, puisqu'ils ne peuvent plus se financer à même leur propre banque. Mais les salaires aussi ont stagné depuis une trentaine d'années. Et on a encouragé évidemment les gens à emprunter pour consommer. Pour consommer, pour maintenir ou pour augmenter leur niveau de vie. Exactement. Et emprunter aux États-Unis sur la valeur de leur maison, en pensant que la valeur allait toujours augmenter. Donc, lorsque la valeur s'est écrasée, évidemment, ça a provoqué des faillites. Exactement. Il y a une bulle, vous savez qu'on dit en ce moment que, notamment au niveau de la dette étudiante, c'est un sujet d'actualité un petit peu, qu'aux États-Unis, évidemment, où là, les taux, les frais de scolarité sont évidemment dans nos planètes, mais que le taux d'endettement des étudiants dépasse celui des détenteurs de cartes de crédit, qui est déjà une source d'inquiétude profonde aux États-Unis. C'est énorme. C'est énorme et on craint que ce soit une prochaine bulle qui éclate. Alors donc, on a l'homme endetté, l'État endetté, les composantes de l'État endetté, etc. Et la relève qui arrive sur le marché du travail avec une dette. On en parlait récemment. Dans une autre génération, on arrivait sur le marché du travail avec une dette de 7 000 $. On pouvait penser la payer en 7 ou 8 ans, avec un salaire de... Mais lorsqu'on arrive sur le marché du travail avec une dette de 30 000, ou de 40 000 ou de 60 000, la dette est tellement élevée qu'elle change de sens. Ce n'est plus quelque chose qu'on peut rembourser, c'est quelque chose qu'on va traîner pendant très longtemps. Alors, c'est l'accoutumance à l'état d'endettement permanent. Et cet état, exactement, vous avez mis le doigt dessus, c'est une dette à l'infini. On nous avait dit, et je cite Gilles Deleuze à un moment donné, on nous a foutu Dieu et l'infini. Maintenant, on nous donne la dette et l'infini, puisqu'évidemment, si vous restez endetté de cette manière, vous êtes d'une certaine manière sous la domination financière d'acteurs qui non seulement vous obligent à rembourser, mais qui vous imposent aussi des manières de faire. C'est-à-dire? Parce qu'ils peuvent... Alors, comme par exemple pour le chômeur ou celui qui bénéficie de certaines prestations, on est passé, selon Lazzarato, d'une société disciplinaire où nous avions différentes institutions, je pense à Michel Foucault qui a beaucoup développé là-dessus, pour dresser l'être humain, l'école, l'université, l'hôpital, la prison, etc., à aujourd'hui une société de contrôle où émerge l'homme endetté. Parce qu'évidemment, on transforme aussi les droits sociaux, chômage, etc., en dette. Et je le cite, l'homme, l'usager transformé en débiteur, à la différence de ce qui se passe sur les marchés financiers, ne doit pas rembourser en argent comptant, le chômeur par exemple, mais en comportement, attitude, manière d'agir, projet, engagement subjectif, temps dédié à la recherche d'emploi, temps utilisé pour se former selon les critères dictés par le marché et l'entreprise. Je vous interromps, c'est intéressant pour le chômeur parce que c'est une assurance chômage. Alors, c'est comme une assurance sur l'habitation ou sur la voiture. Les salariés paient, les employeurs paient aussi une assurance. Et normalement, lorsque la maison brûle, on dit, effectivement, elle a brûlé, vous n'avez pas mis le feu vous-même, donc on vous rembourse ce qui était dans l'assurance. Et on ne vous demande pas un comportement ou de démontrer que vous avez cherché un emploi, cherché une autre maison formation, ou une location, etc. Voilà. Bon, alors moi, on ne peut pas être contre le fait de tenter de réinsérer les chômeurs dans le marché du travail le plus rapidement possible en leur donnant des qualifications, mais à la base, ils ont payé pour cette assurance. Alors, c'est une transformation d'un bien acquis grâce à la cotisation en une obligation en échange de ce qui semble être de la charité pour laquelle est presque un salaire. Finalement, on leur dit, vous devez travailler pour recevoir votre assurance. Vous avez dit charité, et ça nous mène au cœur de l'affaire, d'une certaine manière, puisque aujourd'hui, le banquier a remplacé le pasteur ou le prêtre, et le concept de faute, de culpabilité, qui est fortement attaché à la dette, vous êtes endetté, c'est que vous avez commis une faute.
Et donc vous devez rembourser, c'est une obligation morale. Or, le mot faute en allemand, dans les ouvrages de Nietzsche cités par Lazzarato, c'est Schuld, et Schulden, ça veut dire dette. Donc on associe très fortement, et aujourd'hui on peut le confirmer, vous poseriez la question à n'importe qui, vous êtes endetté, quand vous dites ça à quelqu'un que vous connaissez peu, il va vous dire « Ah, il a commis une faute. Il y a une faute morale derrière ce comportement, il a trop dépensé, il ne l'a pas contrôlé. » Alors c'est une faute qui est partagée par beaucoup de monde, hélas, aujourd'hui. Et c'est une manière aussi d'assurer un contrôle permanent sur les individus, alors sur les sociétés, sur les États, leurs composantes, mais aussi sur les individus, en leur imposant certaines manières de faire. Alors, quelle est la solution à tout cela, me direz-vous? Mais attends, non, je ne dirai pas ça du tout. Mais parce que d'abord, je vais vous dire, c'est qu'il faut départager. Bon, l'exemple grec, par exemple. Bon, les Grecs sont maintenant pointés du doigt comme des gens qui sont en faute. Ils ont trop dépensé, ils ont dépensé au-dessus de leurs moyens, et maintenant, ils doivent expier. Ils doivent expier longtemps, d'ailleurs, cette idée de l'austérité. Certains économistes, dont des prix Nobel, qui disent mais c'est la pire façon de les sortir de leur situation, c'est de réduire la taille de leur économie et réduire leur capacité de consommation, parce qu'on est dans un cercle vicieux qui va vers le bas, qui va les endetter davantage. Donc il y a cette idée d'expiation de la faute. Mais il est vrai qu'il y a des gens qui savent se servir correctement d'une dette. Si vous avez un bon salaire, vous achetez une maison à crédit, vous avez une bonne gestion de votre dette, vous ne faites pas une faute. Mais si vous contractez une dette qui est au-dessus de votre capacité de payer, bien là, vous et le banquier vous a poussé à la faute. C'est le cas aux États-Unis. Donc, on ne peut pas les dissocier complètement. Il faut faire le tri de la bonne dette et de la mauvaise dette. Non, parce que là, vous voyez, vous parlez comme un économiste, Jean-François. Or, restez poli, Karim. Lazzarato nous dit, moi, je m'intéresse à la structure anthropologique et culturelle de la dette, qui est un outil de domination financière et qui a été pensé de cette manière. Mais bon, vous n'avez pas tort non plus. Et ça nous ramène effectivement à une chronique que nous avions faite il y a quelques années sur le fameux livre de Pierre Legendre, Dominium Mundi, l'Empire du Management, qui ne dit pas autre chose. Rappelez-vous peut-être, on avait évoqué ce livre, et puis il est en écho ou en résonance avec celui-ci, par lequel Legendre notamment démontrait bien que le capital avait été remplacé Dieu dans la réflexion, et que nous sommes soumis à lui naturellement. Alors il y a comme une sorte de doxa aujourd'hui, c'est-à-dire de vérité unique, de pensée unique, qui s'impose aux États occidentaux depuis une trentaine d'années, qui a été induite par tous ces phénomènes que j'ai énumérés tout à l'heure, le New Public Management, etc., qui nous fait croire que c'est un État inéluctable, et que la dette est comme une sorte de chose naturelle, et qu'on ne peut pas faire autrement que de la payer. Lazzarato nous dit non. Il prétend avec d'autres. Quelle est la solution? Je me pose cette question. L'annulation de la dette, mon cher Jean-François. Annuler toutes les dettes. Pure et simple, l'annulation de la dette, parce qu'il ne croit pas. Alors, écoutez, chacun... les $200 que vous me devez, par exemple? Eh bien, écoutez, c'est fini. C'est fini. Il n'y en a plus. Bon. Il n'y a plus de dette, mon cher Jean-François. Non, mais plus... Alors, il réfère justement à Nietzsche. Il dit, comme nous sommes aujourd'hui obsédés par le dieu capital, Nietzsche, évidemment, à l'époque, c'était le dieu tout court, si je puis dire, et il disait, Nietzsche, à l'époque, que... Et je le cite, l'athéisme devrait délivrer l'humanité de tous ses sentiments d'avoir des dettes envers son origine, et c'est une seconde innocence. Alors Lazzarato, est-on d'accord ou pas, chacun le jugera, estime que l'annulation de la dette, ce n'est pas un problème économique, c'est un dispositif de pouvoir, et il nous approvie, il nous mène à la catastrophe, et annuler les dettes, ça nous permet de vivre une seconde innocence. Ouais, vous savez que se délivrer Karim, dans votre fonds de retraite de l'Université de Montréal, il y a plein d'obligations d'épargne qui sont finalement des dettes de l'État, et que si on annulait la dette, donc la dette de l'État, on annulerait aussi l'essentiel de votre fonds de retraite. Eh bien non. Pourquoi? Parce que l'État reprendrait le rôle qui était le sien avant les années 70, c'est-à-dire de celui, justement, de faire appel à sa banque centrale à des taux d'intérêt très ridicules. On a créé ce marché transnational du crédit. Vous parlez comme un économiste. Il n'existait pas. Ben non, mais c'est parce que vous m'y forcez. Voilà. Alors c'est un livre très intéressant. C'est très intéressant. Voilà. Et puis, écoutez, et c'est très bien illustré d'ailleurs sur la couverture, là, pour ceux qui nous écoutent à la radio, sur Radio Ville-Marie et le réseau, on voit un homme qui est en train de peser sous un énorme sac sur lui, qui est la dette. Alors, Maurizio Lazzarato, La fabrique de l'homme endetté, essai sur la condition libérale, et ça ne fait, écoutez bien, qu'une centaine de pages. Absolument. Aujourd'hui, on a des livres assez brefs, parce que le mien aussi est assez bref. Alors, voulez-vous qu'on passe au mien? Robert Kagan, que nous avons connu à l'époque de la guerre d'Irak, là où il prétendait que l'Europe était Vénus et les États-Unis Mars. Mars. De toute façon, il ne le prétendait pas, il le démontrait. C'est vrai. Bon.
Alors, The World America Made, Robert Kagan, le monde que l'Amérique a fait, c'est le bouquin qui fait débat en ce moment aux États-Unis. Je l'ai lu et j'en pense beaucoup de bien. Je vais vous dire pourquoi. Moi qui suis très critique des États-Unis sur des tas de détails, et lorsqu'on prend un peu de recul et qu'on regarde globalement, qu'est-ce que c'est que le monde que l'Amérique a fait? Ben, d'abord, il pose disons, l'état du monde depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, effectivement, les États-Unis, à la fin de la Deuxième Guerre, participent à la libération de l'Europe et ne transforment pas l'Europe de l'Ouest en colonie américaine, pas au sens propre. Ils redonnent la capacité, par exemple, à la France à élire quelqu'un comme De Gaulle. Ils lui ont laissé la France faire ce qu'ils voulaient, finalement. Ils n'ont pas interdit le Parti communiste, etc. Donc, le monde que l'Amérique a fait, la même chose, c'est intéressant, l'Allemagne et le Japon, occupation américaine de longue durée pour installer la démocratie dans les deux cas et empêcher ces deux pays de se réarmer et de redevenir des menaces pour ses voisins. Alors, c'est quand même considérable. Il y avait quand même une intervention pas négligeable des services secrets américains pour empêcher certains pays de verser vers le communisme. Absolument. Je pense en particulier à l'Italie. L'opération Gladio, etc. À l'Italie, à la France, à la Grèce. Et alors que les Soviétiques intervenaient massivement, on sait que le Parti communiste français a été financé parce qu'il y a, je ne me souviens pas, 150 000 copies quotidiennes de l'Humanité qui étaient achetées par les classes de français à Moscou. Les Américains ont fait contrepoids. Ça n'aurait pas été les Canadiens ou le Danemark qui auraient fait contrepoids. Donc, on peut dire que d'une part, le rétablissement de la démocratie en Europe de l'Ouest et le containment, il y a un mot en français pour ça, le fait qu'on ait contenu l'expansion des Soviétiques et des Chinois, ça a été ce que les États-Unis ont fait. Et là, il pose la question, si les États-Unis n'avaient pas été là, ou s'ils avaient fait autrement, on n'aurait pas le monde qu'on a aujourd'hui. Sûrement. Et s'ils n'avaient pas été là sur la distance, malgré un certain nombre de choses inexcusables qui ont été faites, de soutien des dictateurs en Amérique latine, de renversement de Mossadegh en Iran, ce qui a installé le Shah, qui a conduit au communisme. Bon, évidemment, tout n'est pas rose dans ce que les Américains ont fait, mais il dit globalement, la création de conditions dans lesquelles la démocratie pouvait se développer et être au niveau où elle est maintenant, parce que maintenant, en Amérique latine, dans certains pays d'Afrique, etc., en Europe de l'Est, il dit, par exemple, lorsque le mur de Berlin est tombé, si l'Amérique n'avait pas fait ce qu'elle a fait, les pays d'Europe de l'Est n'auraient pas eu la marge de manœuvre nécessaire pour se détacher de la Russie et pour converger vers le modèle européen. Et épouser l'économie néolibérale qui nous mène à la catastrophe aujourd'hui. Exactement. Bon, alors, tout ça est vrai, mais quelle était l'alternative pour l'Europe de l'Est? C'était de dire, ben, écoutez, le contrepoids américain, s'il n'existait pas, on serait obligé de rester dans le giron russe, qui est de retour à une autocratie qui est liberticide en ce moment. Bon. Alors, il dit, donc, la question qui fait ce constat, que moi je pense assez juste, sur le rôle positif structurel des États-Unis depuis la Deuxième Guerre, et ensuite il pose la question du déclin. Bon, il dit, voilà, c'est la mode aux États-Unis, les États-Unis sont en déclin, et qu'est-ce que ça va provoquer dans le monde? Et il dit deux choses. Il dit, si on croit à la thèse du déclin, ça signifie que la capacité des États-Unis de contenir les autocrates, qui sont maintenant au pouvoir en Russie et en Chine, va être en déclin et que donc on va être dans des conditions d'exportation de l'autocratie ou des sociétés, par exemple en Afrique, où ils sont en compétition d'une part avec l'Europe en termes d'influence et d'autre part avec la Chine. Si les États-Unis sont faibles, les États africains vont se tourner vers la Chine et c'est un modèle autocrate plutôt qu'un modèle démocrate qui va avoir plus d'influence. Et il dit évidemment, les États-Unis, c'est aussi le policier des mers. C'est le policier des mers avec sa flotte qui est extrêmement importante, notamment en Asie. S'ils n'avaient plus les moyens, certains disent bientôt, les États-Unis n'auront plus les moyens d'assumer cette flotte, ça veut dire que les lignes commerciales maritimes ne seront plus protégées par les Américains et donc les Chinois pourraient décider de devenir le policier des mers et être moins accommodant et plus sélectif. Donc, on a vu récemment qu'ils ont
utiliser le fait qu'il contrôle la majorité des terres rares, c'est-à-dire ces minéraux qu'on utilise dans les objets de haute technologie, pour punir, par exemple, le Japon, pour une autre raison. On ne vous exporte plus de terres rares, donc vous ne pouvez plus produire un certain nombre. Bon. Alors, on voit que l'intérêt américain, bien compris, c'était celui de permettre la libre circulation commerciale avec les lignes. On peut penser que ça nous mène à la catastrophe de la mondialisation, mais du moins, c'était leur intérêt. L'intérêt, bien compris, de la Chine n'est pas nécessairement celui-là. Et donc, il y aurait probablement des disruptions. Alors, il fait un assez bon portrait du renversement de tendance et aussi de la fragilité d'un certain nombre de démocraties. Et il dit ce n'est pas l'inévitable destin historique que la démocratie s'étende et on pourrait très bien avoir des régressions. Et si les États-Unis, additionnés à l'Europe, bien sûr, sont de moins en moins importants dans le monde, on pourrait avoir des retours vers des autocraties un peu partout. Mais même au sein de l'Europe, regardez ce qui se passe en Hongrie, déjà, qui constitue une menace d'une certaine manière à l'état de droit. Et que dit-il de là? Est-ce qu'il évoque la crise économique qui justement met à genoux les Européens, enfin la crise de l'euro notamment? Non, il n'évoque pas ça là-dedans. Il est vraiment plus sur les grandes tendances géopolitiques. Et là, il met en cause la thèse du déclin elle-même. Il dit, voici ce qui se passerait si on était vraiment en déclin ou si on se laissait aller au déclin, mais je prétends, dit-il, que les États-Unis ne sont pas en déclin. Et là, malgré la crise économique américaine, malgré les problèmes, il dit d'ailleurs, les problèmes américains tiennent à la gestion de leur politique intérieure, leur politique fiscale intérieure. Ce n'est pas le budget de la défense qui, en proportion de la richesse américaine, est en fait moins important aujourd'hui qu'il ne l'était en 89, au moment de la fin de la guerre froide, avec une projection militaire aussi, sinon plus importante que c'était le cas à l'époque. Et il dit, écoutez, de dire que, comme un autre auteur, Zacharias, le dit, « the rise of the rest », le reste du monde monte, il dit, c'est vrai, en proportion de l'économie mondiale, les États-Unis sont moins importants parce que l'Inde est plus importante, le Brésil est plus important, l'Afrique du Sud est plus important, mais il ne faut pas soustraire ces pays à l'influence américaine, puisque l'Inde est un partenaire stratégique des États-Unis pour contenir la Chine. La montée de l'Inde ne participe pas au déclin des États-Unis, au contraire, participe au maintien de la force américaine. Le renforcement du Brésil, par exemple, en ce moment, normalise pour l'Amérique du Sud un certain nombre de positions libérales, démocratiques, qui avant n'était pas prédominante là-bas. Donc, il dit, moi, j'additionnerais, en fait, la force du Brésil. Ils sont dans le club, disons. Ils sont dans le club. On peut se chicaner sur un certain nombre de choses. Ils ont empêché le libre-échange des Amériques, c'est très bien, mais globalement parlant, ce sont des forces qui s'additionnent. Alors, il dit, si on prend tout ça en compte, il dit, moi, je pense que ce n'est pas vrai que le monde que l'Amérique a fait en 1945 ne sera plus là dans 10, 20 ou 30 ans. Sauf si, et ça c'est l'avertissement qu'il envoie, sauf si les Américains décident par eux-mêmes de revenir à ce genre d'isolationnisme qui est une variable profonde. Et une variable profonde qui aussi, il explique pourquoi est-ce que l'Europe a laissé l'Amérique être aussi puissante sur les décisions géopolitiques. Puis il dit d'abord, l'éloignement physique est important. Si c'était l'Espagne qui avait eu cette richesse et cette politique, tout le monde en aurait eu très peur. Mais il y a un océan entre l'Europe et l'Amérique, d'une part. Et d'autre part, ce genre d'inconstance américaine à contrôler des territoires étrangers est une bonne chose. Par exemple, ils sont venus en Europe 2 fois, ils sont repartis 2 fois. Quand ils envahissent l'Irak, on peut dire que c'est une catastrophe, mais dès la 2e semaine, ils disent, comment est-ce qu'on va sortir? C'est constamment, l'opinion publique américaine réclame la stratégie de sortie. On ne parle que de la stratégie de sortie, ils finissent par s'en aller. Alors, ce qui fait que ce n'est pas comme les Russes qui s'avançaient, s'installaient et restaient pendant 40 ans. Donc, cette inconstance fait partie de la tolérance que les autres démocraties ont envers l'intervention américaine. Et effectivement, il montre que le monde était uni contre George Bush et son intervention en Irak. Et lorsque l'Europe a voulu une intervention en Libye, ils ont pris le téléphone, ils ont appelé les États-Unis. On est dans la même décennie. Donc, la superpuissance ONI et la superpuissance appelée immédiatement pour participer à cette intervention. Donc, pour tous les anti-américains qui nous écoutent, soit les primaires ou les secondaires, c'est un contre-argument assez lucide
assez bien amené, assez court, très facile à lire. Donc, je recommande The World America Made de Robert Kagan. Très bien. Et nous allons terminer en musique, comme toujours. Mais écoutez, là, nous avons une musique qui nous a été en fait suggérée, soufflée par Pierre Legendre, puisque ce fameux ouvrage dont nous avions parlé il y a quelque temps déjà, Dominium Mundi, l'Empire du Management, c'était un documentaire dans lequel nous entendions la messe de Jean-Sébastien Bach, Dieu capital, Dieu religieux. Je crois que c'est dans l'ordre des choses. Excellent. Et surtout que Lazzarato parle d'un texte peu connu de Marx, auteur du Capital. Oui. Capital, Dieu, Bach. Ben voilà. L'association est faite. Tout est dans tout. Voilà. Karim, merci beaucoup. Merci Jean-François. Et on écoute grâce à vous la messe de Jean-Sébastien Bach. Comprendre la Syrie, donc, avec nos deux invités. D'abord, Samir Soul. Merci beaucoup d'être là, Samir. Merci, plaisir. Alors, Samir, vous êtes professeur d'histoire ici à l'Université de Montréal. Vous êtes d'origine égyptienne. Vous avez co-dirigé l'an dernier, et le faites encore cette année, notre école d'été sur le printemps arabe. L'an 2 cette année, avec notre collègue Asdin Raka. Vous avez, entre autres choses, publié, co-dirigé un ouvrage Méditerranée, Moyen-Orient, 2 siècles de relations internationales, avec vos collègues Walid Arbid et Salgour Kansal. C'était aux éditions L'Harmattan. Et vous allez nous parler de la Syrie, évidemment. Et Jocelyn Coulon, merci d'être là, Jocelyn. Merci. Alors, Jocelyn, vous êtes le directeur du réseau francophone de recherche sur les opérations de paix. Voilà. Vous avez publié, entre autres, La paix par la force. Vous avez co-dirigé cet ouvrage pour une approche réaliste du maintien de la paix robuste, ce qui est la nouvelle façon de maintenir la paix, c'est de l'imposer. Et vous êtes sur le point de publier le Dictionnaire mondial des opérations de paix de 1948 à 2011, une compilation de données sur 157 opérations de paix dans 185 pays participants, 700 biographies de personnalités, et c'est aux éditions Athéna,
dans quelques semaines. Voilà. Alors, messieurs, nous allons essayer de comprendre, parce que les auditeurs, les téléspectateurs sont un peu comme moi, on suit aux nouvelles la Syrie, et puis ça commence, ce qui est spectaculaire, c'est-à-dire les affrontements, est en train de devenir routinier, alors qu'on avait suivi en Tunisie, en Égypte, finalement en Libye, un printemps arabe qui était relativement rapide. Là, on se trouve dans une situation où, malgré une volonté de changement qui semble irréductible de la part d'un certain nombre, une certaine portion de la population, bien, le pouvoir tient, et il tient fort, et il tient de façon assez brutale. Alors, qu'est-ce qui singularise la Syrie? Qu'est-ce qui fait que ce conflit est plus difficile, ce pouvoir est plus difficile à renverser que les précédents, Samir? Bon, la situation syrienne a ceci de spécifique. Elle combine deux éléments. Un conflit politique intérieur, interne, et un conflit géostratégique entre les pays occidentaux et la coalition Iran-Syrie-Hezbollah. Et les deux éléments s'imbriquent, compliquent énormément le problème. C'est-à-dire, le premier était un soulèvement à caractère politique pour demander des changements dans le système politique, une démocratisation du régime, etc. Et dès le début, il a eu un caractère militaire parce que la répression a été forte et les insurgés ou ceux qui se contestaient le régime ont agi sur le plan militaire, sur le plan, avec des actions militaires. Derrière eux, il y a des appuis. Il y a des appuis parce que les enjeux ne sont pas uniquement intérieurs. Ce n'est pas comme l'Égypte avec un soulèvement politique intérieur sans intervention externe. Ce qu'il y a de spécifique à la Syrie, c'est que les mécontents, les insurgés, les contestataires ne sont pas suffisamment forts pour renverser le régime. Ils ont besoin d'appui extérieur. Mais est-ce qu'ils ne sont pas suffisamment forts parce qu'ils ne représentent pas une partie suffisamment grande de la population? C'est seulement un segment, une région, une affiliation religieuse? C'est parce que, effectivement, il y a cette restriction sur leur base sociale et leur base politique, mais il y a aussi le fait que le régime a des appuis. On n'est pas comme en Tunisie ou en Égypte. Le régime a des appuis, et on les voit dans les manifestations qui ont été organisées sans doute avec son des appuis populaires. Ils ont la capacité, lorsque Assad organise une manifestation pro-régime, bon, on sait qu'il y a des gens qui sont là à leur corps défendant, mais il y en a beaucoup qui sont là parce qu'ils sont d'accord. Effectivement. Et pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette base d'appui dans le peuple syrien? Parce qu'il y a une peur que si ce régime tombe, le pays pourrait éclater dans des conflits confessionnels. Dans des conflits entre diverses confessions, entre les sunnites, les alaouites, les chrétiens, etc., et que le pays pourrait lui-même s'effondrer, pourrait être l'objet de scissions, de divisions, etc. Donc pour nombre de Syriens, le régime est une barrière, est une protection contre le chaos qu'ils ont vu par exemple en Irak, qui fait peur, le chaos qu'ils ont vu en Syrie, qui leur fait peur, et le régime donc a... C'est-à-dire en Libye? En Libye? Ça veut dire Syrie? Le chaos qu'ils ont vu en Libye ou en Égypte? Non, en Irak et au Liban, auparavant. Au Liban, voilà, d'accord. Au Liban, auparavant, est un... Alors, le cas libyen est intéressant parce que, dès le début, la combinaison d'un soulèvement interne et d'une situation de conflit international à caractère géostratégique a fait ressembler la Syrie à la Libye. Oui. Parce que, là aussi, il y a eu une intervention étrangère en appui à des insurgés locaux. Mais pour des raisons, enfin d'abord, on a dit, pour des raisons humanitaires, pour empêcher un bain de sang dans la ville de Benghazi. Et lorsque donc, l'armée syrienne s'est mise à bombarder la ville de Homs, on se dit, bon, ben alors pourquoi il fallait, la communauté internationale a protégé Benghazi et ne veut pas protéger Homs? Voilà. Alors, c'est justement ce qui différencie la Syrie de la Libye. C'est qu'en Libye, l'Occident pouvait intervenir. En Syrie, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus dangereux. Parce qu'une intervention du même type qu'il y a eu en Libye, en Syrie, provoquerait une guerre. Une guerre locale. C'est-à-dire la Syrie a les moyens de résister, elle a les moyens de riposter, elle a les moyens d'embraser la région. Son armée est plus forte que l'armée libyenne? Infiniment. Infiniment plus forte, bien entendu. Elle est restée unie, elle a l'armement nécessaire pour défendre le pays, attaquer les voisins. Donc elle a les moyens. C'est pourquoi l'Occident n'intervient pas. Elle n'intervient pas ouvertement, en tout cas. Alors, ce qui est engagé en Syrie actuellement, c'est une guerre de basse intensité. C'est une guerre de type nouveau, une guerre non conventionnelle, où il y a des appuis externes à des insurgés locaux
Certains disent qu'il y a même des éléments étrangers parmi les insurgés ou les groupes armés, mais pas d'intervention ouverte. Et l'Occident est assez hésitant sur ce plan-là parce que les conséquences peuvent être très graves. Par contre, il veut bien renverser le régime. Oui. C'est un souhait. C'est ça, c'est un grand souhait, mais il n'a pas tout à fait les moyens de le faire. Donc on a cette combinaison de soulèvement interne et de volonté de faire un regime change à l'américaine dans un pays qui n'est pas ami des États-Unis. Alors qu'en Libye, le régime était devenu très proche des Occidentaux, alors que le régime syrien ne l'est pas. Restons à l'interne un petit peu, parce qu'on a quand même vu, on a vu en Égypte et en Tunisie que le point tournant, c'est lorsque des militaires ont soit laissé faire la rébellion, soit se sont ralliés à la rébellion à la fin. En Syrie, on voit qu'il y a des déserteurs, c'est des soldats syriens qui passent à la rébellion, quelques cadres, mais de toute évidence, ce n'est pas suffisant pour modifier la structure du pouvoir militaire ou l'affaiblir. Très clair. L'armée demeure fidèle. L'armée est très largement fidèle au régime. Elle est associée au régime. Il est très clair que les groupes armés ou les dissidents ou les déserteurs sont une minorité. Donc c'est très clair. C'est pourquoi. Et ça va rester comme ça. On n'a pas l'espoir qu'il y ait davantage de défections militaires. Jusque-là, depuis un an, on n'a pas vu le nombre augmenter d'une manière considérable, en tout cas d'une manière telle qu'il pourrait menacer le régime. D'où alors l'appel à l'intervention étrangère. Et c'est ça qui complique la situation politique intérieure en Syrie. Il sera très difficile de réaliser des changements politiques en Syrie tant qu'il y aura la menace d'une ingérence étrangère. D'une interférence, même à caractère humanitaire, parce qu'elle va braquer la population, elle va donner au régime les arguments pour résister sur une base nationale. Braquer la population pro-régime. Pro-régime, mais même parmi les dissidents, même parmi les contestataires, il y a des divisions entre, justement, c'est une des grandes divisions entre ceux qui contestent le régime. Certains veulent une intervention étrangère, d'autres disent absolument pas d'intervention étrangère parce que c'est antinational, c'est la mainmise de l'Occident, etc. Donc, ceux qui veulent une intervention étrangère sont une minorité, même parmi les dissidents. D'accord. Oui, Jocelyn? Je voudrais poser une question à Samir. Est-ce qu'il peut venir un moment dans ce conflit où certaines élites autour d'Assad se disent « ce régime est condamné dans 1 an, dans 2 ans, peut-être qu'il faudrait mieux quitter le navire que de se faire massacrer finalement et de se retourner contre la famille et son environnement. » On a un peu vu ça en Libye, où finalement ceux qui dirigent la Libye, ce sont les anciens tortionnaires certains anciens, de Kadhafi, ses ministres de la Défense, ses chefs de la sécurité, etc. Je doute fort que ça se produise, parce que ça ne pourra pas se produire tant qu'il y aura la menace d'une ingérence étrangère. Parce que le sentiment national syrien est fort. Et justement, ceux qui veulent un changement politique à l'intérieur de la Syrie doivent demander qu'il n'y ait pas d'ingérence étrangère. Mais s'il n'y a pas d'ingérence étrangère, eux-mêmes ne sont pas assez forts pour provoquer un changement. Donc, mais non, justement, c'est que ce que soulève Jocelyn est très, très intéressant, parce que pour qu'il y ait scission ou volonté de remise en question du régime tel qu'il est, il faut justement qu'il n'y ait pas ce nuage dangereux ou menaçant d'une ingérence étrangère. Parce que ceux qui seraient portés à contester le régime de l'intérieur dans ce contexte-là auraient l'air d'être des traîtres, des traîtres à leur pays. Donc je veux dire, pour l'Occident, la meilleure chose que l'Occident peut faire, s'il veut véritablement du changement à l'intérieur, c'est de rester à l'écart. Et ça comprend la Ligue arabe. La Ligue arabe est considérée comme une ingérence extérieure. Alors, Jocelyn, c'est intéressant parce que, comme dans le cas libyen, la Ligue arabe a exprimé sa volonté, d'abord de vérifier ce qui se passait sur le terrain, ça n'a pas fonctionné, a demandé des changements importants, a demandé même, je pense, le départ d'Assad, une transition. Et on a vu Assad plusieurs fois dire oui, c'est intéressant et ne rien faire. Et cette fois-ci, Kofi Annan, au nom du Conseil de sécurité, a proposé un plan et le régime, Assad a dit, c'est un bon plan. Alors, qu'est-ce que c'est que ce plan et pourquoi faudrait-il le croire cette fois-ci? Alors, cette fois-ci, peut-être qu'il y a la conjoncture de 2 choses. D'abord, Kofi Annan est l'envoyé spécial de l'ONU et de la Ligue arabe. C'est un envoyé spécial conjoint qui bénéficie
en tout cas publiquement, de l'appui des membres du Conseil de sécurité et des membres de la Ligue arabe. Et il arrive avec un plan en 6 points où, cette fois-ci, il demande à toutes les parties sur le terrain de cesser les violences. Au début, lorsque les messages ont été envoyés à la Syrie, on visait strictement le régime syrien. On lui demandait finalement de porter le fardeau de tout cela, ce qui était certainement vrai aussi, puisque après tout, c'est eux qui sont les mieux armés. Et d'arrêter de se défendre. D'arrêter d'attaquer et d'arrêter de se défendre. D'une certaine façon. Et là, les Russes et les Chinois, mais aussi de nombreux pays arabes, ont dit, attention, il y a 2 parties dans ce conflit et il faut être, entre guillemets, juste. Il faut donc proposer une porte de sortie à ces deux factions. Et Kofi Annan arrive dans le paysage, peut-être parce que c'est une personnalité connue au Proche-Orient. Vous connaissez son action pour tenter de stopper la guerre en Irak en 2003. En 2008, il s'est retrouvé au Kenya dans une situation pratiquement semblable. Le pays était à feu et à sang et il a réussi à sortir le Kenya de cette problématique-là. Alors, on lui donne ce mandat, on l'appuie, et on lui demande de faire la navette, finalement, entre toutes les parties, mais aussi les grandes puissances, parce que, comme disait Samir, c'est aussi un problème géopolitique qui a des incidences sur les pays de la région et les grandes puissances. Alors, ce que Kofi Annan propose, essentiellement, c'est l'arrêt des violences par toutes les parties, puis ensuite le début d'un processus politique, la libération des prisonniers, une plus grande liberté de presse, une plus grande association politique. Donc, un processus qu'on voit finalement dans les opérations de maintien de la paix classiques. Et d'ailleurs, la 6e proposition de Kofi Annan, c'est le déploiement d'une force d'observation pour bien vérifier que toutes les parties respectent cet accord. C'est peut-être le danger, ça. Il ne demande pas le départ du président Assad, il ne demande pas la tenue d'élections libres et démocratiques. C'est-à-dire, il demande le début d'une négociation. Qui va mener nécessairement vers une transition politique. Alors, tout n'est pas détaillé, les grandes lignes sont là. Il s'agit maintenant de savoir si les parties au conflit, à l'intérieur, veulent accepter ces propositions-là, et est-ce que l'environnement veut aussi jouer le jeu? Est-ce que les Iraniens sont intéressés à ce que la Syrie s'engage dans ce processus politique, sachant qu'ils risquent de perdre un de leurs alliés au Proche-Orient? Mais alors, c'est quand même, le terrain est assez balisé, parce que les Iraniens tiennent des élections aussi. Il y a des moments où la liberté d'expression existe, pas très longtemps. Mais est-ce que... On parlait tout à l'heure, Samir Soul, des appuis populaires du régime Assad. S'il y avait des élections, est-ce qu'Assad serait élu? Si on prend le référendum de février comme base, sans doute que oui, mais c'est encore trop tôt de parler d'élections dans ce contexte. Je pense que la première étape sera d'essayer d'obtenir un cessez-le-feu entre les 2 parties. Je pense que Kofi Annan a entre les mains une carte maîtresse. Je pense qu'il y a un début d'un rapprochement entre les grandes puissances. Les grandes puissances ont commencé à comprendre, en Occident, en Russie, que cette affaire peut dégénérer. D'abord, les Occidentaux ont compris qu'ils n'ont pas les moyens de renverser le régime par eux-mêmes. Ils n'ont pas l'intention d'intervenir militairement. Donc c'est clair. Non, ce serait un bourbier, pire que le Vietnam, comme l'Irak. Ce serait l'Irak à la puissance 2. Ils n'ont pas cette carte-là. Donc, ils doivent transiger, ils doivent négocier. Côté russe, on comprend aussi que ce qui se passe à l'intérieur de la Syrie est très dangereux, ne peut pas continuer. Donc, si les grandes puissances d'Occident et la Russie appuient Kofi Annan, comme ça semble être le cas, mais c'est encore pas tout à fait sûr, mais enfin, ça semble être le cas, ils pourront exercer des pressions sur leurs protégés. L'Occident sur les insurgés, les groupes armés, la Russie et la Chine sur le régime syrien, de manière à les amener à accepter de composer, accepter de commencer à se parler. Ce n'est pas encore acquis. Pas encore acquis. Il avance à tâtons, avec beaucoup d'hésitation. Mais je pense que l'élément international ici est très important. L'élément géopolitique, géostratégique a une importance majeure dans le conflit syrien. Et si les grandes puissances comprennent que cette situation est extrêmement dangereuse, elle peut mener à une guerre régionale,
qui peut les impliquer de près ou de loin, il y a espoir. Maintenant, c'est un espoir qui est toujours à la merci du moindre coup de feu. Parce que rien ne dit qu'un groupe armé ne va pas décider de faire un attentat. Rien ne dit que le régime ne va pas décider d'envoyer ses chars quelque part, dans une ville. Donc il y a toujours ce danger de faire sauter cette combinaison prometteuse qui est en train d'être mise en place et qui soutient Kofi Annan. La difficulté va être aussi de convaincre le régime Assad de quitter le pouvoir, parce qu'il y a quand même une certaine unanimité, là, même au sein de la communauté internationale, de faciliter le départ du régime Assad. Selon quels paramètres, on ne le sait pas. Est-ce que c'est un régime transitoire qui permet à certains des membres du clan Assad de rester au pouvoir, mais disons dans quelques années, il faudrait que des élections vraiment libres et transparentes puissent permettre à un nouveau gouvernement, à un nouveau régime de s'installer. Parce que, à l'évidence, lorsqu'on examine bien les revendications des insurgés, mais aussi de certaines grandes puissances ou de certains pays arabes, le régime Assad fait problème. C'est vraiment le cœur de l'affaire. On a vu là avec les courriels qui ont été rendus publics au Royaume-Uni que Assad et son épouse se comportent comme si, voilà une rébellion, on est en train de la mater. C'est une petite disturbation qui peut durer, mais on est très solidement au pouvoir. Écoutez, et s'ils pensent qu'ils sont très solidement au pouvoir, pourquoi partiraient-ils? Il faut lire les dernières heures ou les dernières minutes du départ de Ben Ali en Tunisie, où cet homme et sa femme et une partie de son clan se sont accrochés jusqu'à la dernière minute, au point où les services de sécurité sont venus les saisir par le cou pour les jeter dans une limousine et les amener à l'aéroport de Carthage pour qu'ils quittent le pouvoir. Alors, il y a des gens qui s'enferment. Mais la situation d'Assad est quand même plus stable que la situation d'Ali. Mais rentrer dans la tête du dictateur aussi. Mais à ce propos, il est certain que le départ d'Assad et éventuellement ce qui est désiré, la question c'est comment l'obtenir. Voilà. Parce que si c'est par une intervention étrangère, il va rester plus longtemps. Voilà le problème. Plus l'Occident intervient, exerce des pressions, fait des déclarations menaçantes ou des sanctions, plus il va s'accrocher. Et moins il y aura l'occasion de le faire sortir. Donc, la mission de Kofi Annan n'est pas de cet ordre-là? Elle n'est pas de cet ordre-là, justement. Elle est pour amener les parties à négocier. La négociation, pas le départ du régime à ce stade. À ce stade, il appartiendra aux Syriens qui négocient entre eux de voir ce qu'ils veulent faire à l'avenir. Et ça, c'est très important parce que plus on demande à Washington, à Paris ou à Ankara ou je ne sais trop le départ du régime, moins son départ sera possible. Et souvent, dans ces conflits internes, Kofi Annan ou d'autres ont mis des années à rapprocher les parties pour en finir par le départ de celui qui avait pratiquement suscité la haine autour de lui. Alors, je pense qu'on est engagé là, dans quelque chose qui risque de durer encore plusieurs années. Quel est le jeu de l'Iran, mais particulièrement du Hezbollah? Alors, le Hezbollah, une organisation à la fois politique et militaire, financée par l'Iran, présente dans la bande de Gaza en Israël, présente dans le sud Liban. Quel est son rôle en Syrie? Il a appuyé le régime depuis le début. Ils ont des membres, ils ont des troupes, ils sont présents physiquement? À notre connaissance, non. Est-ce que vous en parliez tout à l'heure? Ils sont alliés. Oui. Ils sont alliés. Je ne veux pas dire qu'ils sont combattants à l'intérieur de la Syrie. À notre connaissance, non. Et je n'ai pas entendu même les adversaires du régime prétendre qu'il y avait des membres du Hezbollah. Donc, il y a beaucoup d'allégations, de rumeurs qui circulent sur des combattants étrangers, des Iraniens, des Libanais, des Qataris, des Libyens, des Turcs. Qui seraient de quel côté? Des deux côtés. Les Qataris, les Libyens et les Turcs du côté des insurgés, y compris des forces spéciales françaises et turques qui ont été capturées. Il y a une douzaine de membres des forces spéciales françaises qui ont été capturés par l'armée syrienne. Il y a une cinquantaine d'agents turcs qui ont été capturés par l'armée syrienne.
Donc il y a toutes sortes de... Ils ne sont pas très compétents s'ils sont capturés en si grand nombre. Ils devraient mieux s'entraîner avant de s'engager dans des guerres non Il aurait conventionnelles. peut-être fallu enlever le béret pour les forces françaises. Ne pas porter l'uniforme, par exemple, ce serait une bonne idée, c'est pour ce genre d'intervention. Mais si on parle de négociations, et dans les 3 minutes qui restent, de négociations avec les insurgés sont-ils organisés? Ont-ils une commission nationale? Ont-ils plusieurs factions? Ça fait problème. Comment? Ils essaient justement de se coaliser, de se rapprocher pour commencer les négociations, éventuellement, parce que sous l'égide de Kofi Annan. Il y a aussi la rencontre qui va avoir lieu ce dimanche à Ankara, du groupe qui se nomme les Amis de la Syrie, que le régime appelle les ennemis de la Syrie, évidemment. Et on va voir ce qu'ils vont faire là, parce que là aussi, c'est une question, on aura la tonalité du comportement de ces groupes et de leurs appuis occidentaux. Est-ce une volonté de négocier ou est-ce une volonté d'imposer ou de menacer, ce qui va faire très mal partir les négociations. Si elles ont lieu dans ce contexte-là, elles auront peu de chances d'aboutir. Donc la rencontre de dimanche nous donnera une certaine indication de ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, dans le cadre de la mission de Kofi Annan. Jocelyn? Écoutez, juste avoir la dynamique du conflit, et je l'ai écrit un moment, c'est comme si la violence n'était pas allée au bout de sa logique. C'est-à-dire que souvent des conflits se règlent par l'épuisement des parties. Les belligérants se rendent compte qu'ils n'arriveront pas à gagner du terrain supplémentaire, donc négocions. Le Liban, 16 ans de guerre civile, on a tout fait, on est intervenu, vous vous souvenez, Ronald Reagan a envoyé des troupes, des bateaux, les Français ont fait les mêmes. On s'est retiré, on a laissé le feu continuer. Irlande du Nord, enfin plusieurs autres conflits qui ne sont pas tous semblables, mais dont la logique est que les parties veulent se battre parce qu'elles estiment que c'est l'élimination de l'autre qui est l'objectif ultime et qu'il n'y a pas d'autre solution. Il faut qu'ils fassent le deuil de cet objectif avant de passer à autre chose. Et ça, c'est très difficile parce que là, ils sont engagés dans cette violence et moi, en tout cas, je suis un peu pessimiste là-dessus. Même si je vois bien que le régime Assad est condamné parce que la région change de façon dramatique et il est un peu le dernier régime dictatorial. Même au Yémen, le président a fini par partir après presque 1 an et demi de troubles. Je partage ce pessimisme avec une nuance. Je pense que la seule lueur d'espoir qu'il y a là, c'est que je pense que les grandes puissances comprennent. Elles ont fini par comprendre que cette situation est grave. Elle est grave pour elles. Elle peut dégénérer. Non pas que ces grandes puissances s'entendent bien ou s'aiment bien, au contraire, la Russie et l'Occident ne sont pas d'accord sur nombre de sujets, mais elles ont saisi ce que les combattants sur le terrain, justement, le régime syrien et les opposants n'ont pas compris, c'est que cette situation ne peut pas continuer. Il faut démilitariser le conflit syrien. Il faut que la question passe sur le terrain politique. Le terrain politique de négociation. Donc, je pose la question, en quoi est-ce que, si on devait dire à Washington et à Moscou, écoutez, ça va être 10 ans comme ça, en quoi est-ce que ça dérange les intérêts stratégiques des uns et des autres, pour peu que ça reste à l'intérieur des frontières de la Syrie? Si ça reste au niveau de basse intensité actuel, bon, sans doute qu'elles peuvent vivre avec ça. Peuvent vivre avec ça. Oui. Alors, quel est le danger? Mais ça peut dégénérer. Dégénérer à quoi? Bon, qui sait, des saillies dans un pays voisin, l'armée syrienne qui pourchasse des insurgés en Turquie, en Irak, tout est possible. Donc c'est une situation explosive. C'est qu'on est parti sur la voie militaire d'une manière inconsidérée depuis l'année dernière. Et on est allé jusqu'au bout avec la résolution aux Nations Unies, au Conseil de sécurité en février, pour demander pratiquement une intervention étrangère. Ça a été stoppé à ce moment-là et on a commencé à comprendre, à réfléchir des deux côtés, et à Moscou et en Occident, que ça ne peut pas continuer. Très bien. On va s'arrêter là, puisque le conflit ne veut pas s'arrêter. On y reviendra peut-être. Merci beaucoup, Jocelyn Coulon. Merci. Samir, avant de quitter, vous avez pensé à nous présenter des sons syriens qui ne sont pas ni les bruits de bottes ni le bruit des bombes. Qu'est-ce que vous nous proposez? Bon, c'est pour changer totalement de registre, c'est une danse syrienne et libanaise qui s'appelle la dabke. Il y a une variante syrienne et une variante libanaise. Donc j'ai trouvé la variante syrienne et elle est joyeuse. Bon. Ce sont des Syriens heureux avant
avant 2011. Hein. Et peut-être, espérons-le, après la pour eux et pour tout négociation. le monde. Samir Saul, Jocelyn Coulon, merci beaucoup pour ces éclairages et on écoute grâce à vous la dabke, la danse folklorique joyeuse syrienne. Voilà, c'était notre émission pour cette semaine. Merci de l'avoir écoutée. Si vous voulez la revoir ou voir les épisodes précédents, ils sont tous disponibles sur le site cerium.ca. Et j'attire votre attention sur le fait que les inscriptions sont ouvertes pour nos écoles internationales d'été. Elles se déroulent pendant les 2 premières semaines de juillet. Il s'agit d'écoles qui durent 6 jours sur un thème en particulier. Une dizaine de professeurs et d'experts essaient de vous expliquer, de vous éclairer chacune des facettes des problématiques les plus importantes sur la planète aujourd'hui. Alors, les écoles disponibles cette semaine, cette année plutôt, devrais-je dire, la Chine, superpuissance, le printemps arabe, année 2, les crises de l'Europe, le Brésil, prêt au décollage, un diagnostic sur les droits de la personne dans le monde, les réseaux criminels internationaux, les outils du succès de la Scandinavie et les États-Unis à l'heure du choix, bien sûr, du choix présidentiel. Alors, vous pouvez vous inscrire à la semaine, à la journée. Vous pouvez même prendre un laissez-passer qui vous permet de choisir entre les écoles, les conférences qui vous plaisent. Il y a des tarifs pour les gouvernements, les sociétés, les entreprises, mais aussi des tarifs réduits pour les ONG, pour les salariés. Évidemment, les étudiants qui sont intéressés peuvent avoir accès à 3 crédits s'ils font toute leur lecture et tous leurs travaux, bien sûr. Alors, sur cerium.ca, toutes les informations sur ces écoles d'été. Je termine en remerciant l'équipe technique de l'émission, Luc Laflamme, Ognian Guerguiev, Sylviane Paré et nos amis du Canal Savoir et de Radio Ville-Marie. À la semaine prochaine.